Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là. Je remercie Jean-Marie à plus d'un titre. D'abord, au titre de l'invitation, qui me fait extrêmement plaisir et qui m'honore. Et puis aussi, je connais Jean-Marie depuis pas mal d'années. Je connais sa délicatesse et sa gentillesse, et aussi son sens du rien n'est laissé au hasard avec Jean-Marie. Et la fin de sa présentation, qu'il a consacrée un peu au fluor, je sais que c'est une délicate attention. Il avait pensé que j'allais parler de fluor, puisque c'est mon métier. Hein. Donc je suis de Bordeaux, je suis chimiste du solide. Je travaille depuis une trentaine d'années sur le fluor. J'ai commencé sur le fluor, sur les oxydes, les oxydes supraconducteurs pendant ma thèse. Et puis je suis rentré au CNRS sur le fluor, l'élément le plus électronégatif du tableau périodique. Un élément capricieux, comme vous allez le voir, très, très autoritaire. Et puis, depuis une vingtaine d'années, je me suis efforcé de mélanger les anions. Hein. Le mélange, c'est la différence, c'est joli. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un voyage. Alors quand on prend l'avion, qu'on prend l'avion pour aller à l'étranger, la première chose que je recherche dans un voyage, c'est être surpris. C'est me surprendre par soit les paysages que je découvre, soit les gens aussi. C'est très important, les habitants d'un pays, d'une nation. Et donc, c'est ce que je vous propose. Je vais essayer de vous surprendre. Voilà. En toute humilité, bien sûr. Et donc, ce voyage que je vous propose de la chimie du solide à la sociologie des atomes, eh bien, ça fait longtemps que je pratique la chimie du solide. Et donc, j'arrive à un âge où on philosophe un peu sur qui aime qui déteste qui, avec qui j'ai envie de poursuivre ma vie, quoi, par exemple. Mais les atomes, ils sont un peu comme ça. Alors, vous avez une magnifique photo de Bordeaux à Kyoto. Alors, depuis presque 15 ans, je partage ma vie entre Bordeaux et Kyoto, avec mon ami, le professeur Hiroshi Kageyama à Kyoto, avec qui nous avons monté maintenant de grosses collaborations dans le cadre d'un projet JSPS et corps to corps. Et nous avons maintenant la chance au CNRS d'avoir un IRP, un International Research Project avec le Japon, sur les anions mixtes que je dirige, donc avec des laboratoires et des universités prestigieuses comme Nantes, Lille et Rennes, notamment, et donc le professeur Kageyama. Et donc, mon dernier voyage au Japon, c'était en 2019, c'est cette photo-là, chez Hiroshi Sensei. Et donc, on va voir, je parle ainsi parce que Jean-Marie a parlé beaucoup des applications, et dans mon exposé, au début, je vais vous parler d'une application, et à la fin, je vous parlerai d'une application. Et entre les deux, c'est de la recherche fondamentale, c'est de la philosophie fondamentale des anions mixtes. Pourquoi mélanger les anions? Voilà pour cette introduction. Alors, associer plusieurs anions en chimie du solide, c'est d'abord la question pourquoi et comment. Alors, quand on fait de la recherche, c'est un peu comme quand on est inspecteur de police et qu'on mène une enquête. D'abord, c'est les faits expérimentaux. Hein. Gardez-vous sur les faits. Ne regardez que les faits expérimentaux. Vous avez des indices, vous avez des intuitions, et à partir de là, vous allez élaborer des réflexions et vous allez tenter de comprendre. Donc la question pourquoi et comment, elle est fondamentale dans la recherche. Alors, pourquoi? Eh bien, si typiquement les anions, ils sont là, en haut, là, ici. Alors, que je regarde bien, je pense que c'est ça, voilà. Donc ils sont tous ici, les anions, là. On va en reparler. Donc autour d'un oxyde, on va mettre dans un oxyde, on va mettre un polyèdre de coordination avec de l'oxygène. Et quand on va faire des anions mixtes, on va substituer à l'oxygène de l'azote, du fluor, du soufre, etc. On va voir, peut-être qu'ils ne seront pas dans le même site cristallographique, etc. Donc ça, c'est l'art de faire des systèmes à anions mixtes. Et donc la première application dont je vais parler, c'est une application qui existe à l'échelle locale. Hein. J'habite à côté de Cestas, en Gironde. C'était en 2015 le plus grand parc solaire, avec 300 MW crête donc, de consommation, 350 gigawatts annuels. La technologie, c'est du silicium polycristallin. Et le rendement énergétique de ça, c'est à peu près, en photovoltaïque, de 17%. Et donc, le premier exemple que je voulais donner sur les anions mixtes, l'un des plus connus, c'est une perovskite, donc méthylammonium, plomb, iodure de plomb de méthylammonium. Et donc, il va absorber dans le visible, comme vous voyez ici avec son gap optique.
Et donc, en faisant une substitution iode-brome dans cette perovskite, on est capable de tuner, de contrôler le gap optique, bande de valence, bande de conduction. Alors, dans le photovoltaïque, il y a plusieurs paramètres qui jouent. La nature des porteurs de charge, des électrons, des trous, leur concentration et bien sûr leur mobilité. C'est capital. Donc toutes ces grandeurs-là vont nous permettre d'accéder à la puissance de la pile solaire. J'appelle ça une pile solaire. Et donc, une illustration de tout ça, bien sur cette perovskite où on voit qu'on a du plomb, avec un doublé 6s2, non liant, de l'iode, qui crée une liaison assez covalente, et le gros méthylammonium, très très polarisable. Et bien dans cette structure et dans cette application, il y a beaucoup de choses que je vais vous raconter. D'abord, pour vous dire que ce composé a un rendement quantique de 25%, d'accord, et que ces matériaux, vous voyez, j'ai parlé de silicium polycristallin, mais si je parlais de silicium monocristallin, c'est important de regarder la qualité cristalline, et bien on accède à des rendements d'autour de 25%. Déjà avec un composé tel qu'il est là, polycristallin, on a 25% de rendement énergétique, donc c'est pas mal. Mais la question fondamentale, c'est ce que je vais discuter à présent, c'est que ces matériaux, on va regarder les environnements de ces anions mixtes, donc l'octaèdre entouré d'iode, de brome ou d'autres composés. Le lien chimique, je n'ai pas parlé de liaison chimique, le lien chimique qui va exister entre le plomb, cette paire libre. La polarisation, très importante dans ce réseau perovskite, qui va nous donner à la fois l'indice de réfraction, la conséquence de la polarisabilité électronique, et les couches de valence, c'est l'indice de réfraction. Et on parlera bien sûr de la synthèse minérale de ces composés, parce que ces composés, les iodures de plomb, du fait de l'effet de la polarisation, ils ont des températures de fusion très basses. On peut en faire facilement des cristaux. Donc c'est très intéressant. Surtout l'iode, qui a une température de fusion plus basse que celle du brome, etc. Et en fait, la conductivité des électrons, des trous, et bien sûr des ions. Donc c'est le cœur de ce dont je vais vous parler maintenant. Alors, sur Terre, pensez-y aussi, il y a des systèmes solaires qui existent, qui sont à base de plantes vertes, ici. Alors, l'arbre, c'est un élément de la vie extrêmement important. L'homme est mobile, l'arbre est immobile, mais l'arbre vit 2500 ans, 4000 ans, alors que l'homme ne vit que moins de 100 ans, c'est assez curieux. L'arbre est sensible à la gravité, il est sensible à son environnement aussi. Et donc, quand on regarde ici le système que vous connaissez tous très bien de la chlorophylle avec le noyau porphyrine, alors Jean-Marie parlait de l'hémoglobine, c'est la myoglobine avec une interaction fer-azote de type pi, ici, pi avec un recouvrement longitudinal, une interaction pi étoile avec une longueur d'onde de 680 nanomètres ici, dans le rouge, elle est là, qui produit donc un phénomène redox avec l'électron piégé dans le noyau porphyrine à 1,7 électronvolts. On a la réduction du CO2 qui donne du sucre, du glucose, et l'oxydation de l'eau à pH 7, 0,8 volts. Et donc une pile ici classique avec la photolyse de l'eau bien connue. Et on pense bien sûr à l'expérience de M. Honda au Japon en 1972 qui a produit ces paires électrons-trous sur l'oxyde de titane TiO2 de type anatase. Alors, les éléments légers comme le carbone, l'azote, l'oxygène et le phosphore sont bien sûr à l'origine de la vie. Alors c'est presque des anions. Je dirais que dans un jeu, si vous jouez aux échecs, la reine des anions, c'est l'oxygène. D'accord ? C'est elle qui, ici, c'est le plus électronégatif. Donc le soufre, l'oxygène est bien sûr O2-, et le soufre est un degré d'oxydation positif. D'accord ? De même pour le carbone ou pour l'amine. Et dans tous les cas, c'est dans ces systèmes, vous voyez ces fameuses racines, alors j'en parle d'un point de vue parce que c'est lié à l'énergie. Moi, je suis toujours émerveillé par l'arbre qui puise l'eau dans ses racines et qui propulse l'eau en haut de ses cimes, à 30 mètres de haut. Imaginez, vous devriez avoir des pompes extrêmement puissantes pour envoyer de l'eau. C'est d'une puissance incroyable, un arbre. Et à côté de ça, vous avez le mécanisme de photosynthèse. Hallucinant. Et la gravité autour de ça. Donc imaginez l'arbre, quand on vous dit que l'arbre est vivant, je suis un fervent défenseur de l'arbre, qui est un être vivant à part entière.
Et donc, les bactéries, encore une fois, c'est des bactéries qui sont des catalyseurs, qui vont oxyder l'H2S, qui vont dégrader les alcools en sucre. En azote, eh c'est les bactéries qui vont synthétiser leurs protéines pour aboutir finalement aux acides nucléiques et aux bases guanidine, cytosine, etc. Typiquement, un processus dont j'aime beaucoup parler, je parle de photosynthèse au niveau du CO2 et de l'eau, je parle de la photosynthèse avec des bactéries photolithotrophes, ici, avec H2S qui va produire du sucre et du soufre, peut-être un mécanisme à l'origine de la vie. Voilà. Donc ça, c'est pour vous introduire les éléments légers qui vont devenir bientôt des anions, mais pas encore ici. Alors, vous savez que nous sommes le 7 mars 2022, et le 6 mars 1869, Dimitri Mendeleïev, à Saint-Pétersbourg, présentait à la Société russe de chimie son tableau périodique et son intuition du tableau périodique. Parce que c'est une intuition, parce qu'il l'avait classé par rapport à la masse atomique. Et donc, dans cette masse atomique, alors ici, on a fêté en 2019 les 150 ans du tableau de Mendeleïev. Et ce tableau périodique est intéressant parce que c'est un tableau qui montre l'insuffisance de certains éléments, la disparition progressive de certains éléments, leur intérêt autour de votre outil le plus précieux actuellement, votre téléphone portable. D'accord ? Donc vous voyez que je le mets là. Et donc on voit qu'il y a certains éléments qui sont très présents, d'autres, je pense au cobalt, qui commencent à poser qui peuvent poser des problèmes parce qu'ils sont extrêmement utiles. Et donc, quand Mendeleïev a eu l'intuition de ce tableau périodique, qui n'a jamais été remise en cause par la mécanique quantique ou la mécanique relativiste après, et quand Henry Moseley, qui a établi sa loi en 1913 au Rutherford Laboratory, il a montré la relation qui existait entre le spectre électromagnétique, l'énergie, et le carré du numéro atomique. Le carré du numéro atomique. D'accord ? Numéro atomique, donc le nombre de protons ou d'électrons. Et il a remis en cause que deux éléments dans leur placement, le cobalt et l'iode. Vous devinez pourquoi. Et donc, maintenant, passons au fondamental. Et je vais encore parler d'un autre prix Nobel, Linus Pauling, qui établit ses règles en 1929. Alors ces règles, c'est quoi ? Il suppose, en 1919, dans le Journal of American Chemical Society, j'ai oublié de le mettre d'ailleurs, il dit que la liaison est essentiellement ionique. Il y a des cations et il y a des anions. Alors les anions, c'est ceux-là, ceux qui sont les plus électronégatifs. Alors, vous voyez que la reine oxygène a été dominée par le fluor, on donne le nom de terminator aussi, destructeur, et ici qui va se mélanger avec tous les éléments les plus électropositifs ici. Et là, une des règles aussi de Pauling, dont a mentionné, d'ailleurs, il a naturellement parlé de ces règles Jean-Marie, eh bien, il va systématiquement regarder la stabilité des polyèdres de coordination, en disant que la nature fait qu'on va minimiser les contacts entre ces polyèdres, plutôt des sommets communs que des arêtes communes ou des faces communes. Bon. Et puis la valence électrostatique, vous verrez ce dont je vais parler. Et puis quand on viole ces règles de Pauling, on se dit, j'ai dû faire une erreur. Bien sûr que non, puisque la liaison n'est pas que ionique, elle est covalente, elle est même métallique. Donc vous imaginez, Pauling n'avait pas tout compris. Mais il reçoit, à juste titre, parce que cette classification avec cette électronégativité est universelle, il reçoit le prix Nobel en 1954, il reçoit même le prix Nobel de la paix, parce que c'était un fervent ennemi de l'arme nucléaire. Et donc, si on revient maintenant sur cette électronégativité, alors, vous verrez que ce voyage que je vous propose, je suis chimiste du solide, je suis un chimiste, je suis un cuisinier, je suis un artisan de la recherche, mais j'utilise des outils comme la physique du solide et aussi les mathématiques. Les mathématiques est un outil très précieux. Les mathématiques simples. Alors, il y a les mathématiques compliquées, mais là, je vous parlerai de mathématiques simples, pour vous surprendre. Et donc, monsieur Mulliken, ici en 1935, et Jaffe en 1963, ont établi une règle simple. On suppose que le potentiel d'ionisation ou l'affinité électronique, alors là, pour les anions, on parle d'affinité électronique, c'est normal,
je vais recevoir des électrons, je ne vais pas perdre ces électrons, je vais les recevoir. Et donc j'établis une loi polynomiale, ici, alpha Q plus bêta Q2. Je dérive cette loi à Q égale 0, je définis une électronégativité, on voit ici que c'est la dérivée première, et la dérivée seconde, c'est la dureté, au sens de Pearson, c'est l'inverse de la polarisabilité. Donc on voit à notre échelle d'électronégativité, ici, du fluor vers le soufre, par exemple, avec la taille, et du plus dur au plus polarisable, ici. Du plus dur, donc on va parler d'un anion très dur qui ne voudra pas se modifier, perdre ses électrons, il va rester dans son petit coin. Voilà. Et donc si on regarde maintenant l'hydrogène, qui est très intéressant, ben, l'hydrogène, lui, il peut être à la fois H+, donc être un acide fort, ou une base faible, s'il devient H-, avec son doublet, un S2. Et la plus belle illustration de cette propriété, c'est ce qu'on trouve dans l'hydroxyapatite, ou dans les canaux hexagonaux de l'hydroxyapatite, on peut piéger du fluor, de l'OH ou du H-, ici. Et donc, si on excite ça dans un domaine de longueur d'onde particulier, on crée un redox optique, encore une fois. H- plus O2- donne 2 électrons plus OH-, et l'apatite émet une lumière verte. Donc c'est correspondant à cet équilibre redox. Donc un équilibre qui peut permettre de voir stabiliser le fluor, l'OH et l'H-. Une base faible, un acide fort, et le fluor, qui est plutôt une base faible. Et voilà, et je parle du fluor, donc le fluor, très rapidement, parce que c'est l'élément que je connais, que j'apprécie beaucoup, qui est très difficile à manipuler, mais tous ces grands savants ont mis en évidence l'existence du fluor, d'accord, et ils l'ont appelé le terminator ici, phtor en grec, notamment par Ampère, jusqu'à la découverte des sels de KHF2. Mais celui qui a vraiment découvert le fluor et mis en évidence la réaction par électrolyse, c'est Henri Moissan, dont l'expérience était à l'école de chimie. Voilà, par hydrolyse de sel, avec production d'hydrogène à l'anode et production de fluor à la cathode. Voilà, Pearson très important, parce que Pearson vous permet de voir ici que, justement, l'acide dur, ici, va réagir, donc les durs ou les mous vont réagir beaucoup plus vite en créant des liaisons fortes. Donc typiquement, le fluor, s'il est en présence de fer, eh bien, réagira plutôt avec le lantane, qui est beaucoup plus dur, alors que le fer est plus mou. L'oxygène, idem. Et l'H-, eh bien, lui, réagira plutôt avec le fer qu'avec le lantane, etc., etc. Même s'il y a des cas de figure particuliers. Donc cette classification de Pearson, elle est très utile pour les anions mixtes. Parce que quand vous avez plusieurs anions, avec la classification de Pearson, vous dites, tiens, où va aller le H-, le F-, l'O2-, le soufre. Ça vous permet d'anticiper tout ça. L'affinité électronique dont j'ai parlé, donc cette affinité électronique, toujours dans le tableau périodique, elle est importante et vous voyez qu'elle évolue, elle croît suivant la série des anions ici, du bore au fluor. Mais quand on arrive sur l'azote, tiens, il se passe quelque chose. Normal, ça, il ne l'avait pas prédit Mendeleïev, mais avec la classification, le nombre Z, on a 3 électrons P. La couche P est pleine. Donc c'est très difficile de rajouter des électrons P, ça coûte de l'énergie. Donc la valeur est négative ou très faible. Plus cette valeur va être grande, plus l'anion va être stabilisé, bien sûr, puisque c'est une affinité électronique, c'est une énergie. Alors, le lien chimique maintenant. Le lien chimique, la plus belle façon d'expliquer le lien chimique, c'est le ressort. D'accord ? Avec l'énergie potentielle. Je vous passe, mais je me suis fait plaisir. Le ressort en extension, on a un système qui stocke de l'énergie potentielle élastique. Et lorsque je vais lâcher ce système, eh bien, je vais avoir une énergie potentielle qui va être convertie en énergie cinétique. C'est ça le lien chimique. C'est comme ça qu'il faut le voir. À l'échelle de la mécanique classique, j'oublie la mécanique quantique et la mécanique relative, je simplifie énormément. C'est le but, de vous surprendre. Et donc Coulomb, le pendule de Coulomb, le plus simple, qui permet de voir qu'avec un fil de soie, deux masses ici, alors on considère que la gravité symbolise la charge, qui vont se repousser ou s'attirer, et bien il définit une force de rappel ici, qui est le produit des deux charges divisé par le carré de la distance. D'accord ? C'est le principe du pendule de Coulomb et cette force de rappel qui est très très utile et qui lui a permis de trouver la permittivité du vide, ici, qui est bien utile, en 1760. Vous imaginez 1760.
à l'époque où la mécanique quantique n'existait pas, la mécanique classique existait. Et donc, si on fait un pont en avant jusqu'en 1921, eh bien, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est bon. Et donc, si on fait un pont en avant avec l'énergie électrique epsilon E carré sur 2, eh bien, on peut définir une énergie ici, une densité d'énergie de potentiel électrique, qui est Q que multiplie le potentiel de Madelung, ou le potentiel coulombien dont j'ai parlé, et qui s'écrit potentiel de Madelung égale 1 sur 4 pi epsilon Q sur R, fonction de Q sur R, avec des lignes de potentiel et une énergie électrique. Et monsieur Ewald, ici, bien connu par sa méthode d'Ewald en cristallographie, a produit une méthode avec 2 séries convergentes qui permet de calculer ce potentiel de Madelung d'un point de vue purement une charge ponctuelle, donc un phénomène vraiment élémentaire. Et donc on retrouve ici notre oscillateur harmonique, dont j'ai parlé tout à l'heure avec le ressort, une énergie potentielle ici, et une énergie cinétique avec un demi de Kx2. Alors, un autre personnage important, Van der Waals, lui, donc autant les charges étaient différentes dans Coulomb et Madelung, mais M. Van der Waals, lui, à partir d'un dipôle électrique, alors un lien chimique, c'est un dipôle, hein, le produit d'une charge par une distance, avec l'énergie de dipôle, entre la polarisation et le champ électrique. Et donc, on définit une énergie potentielle, qui est la somme d'une énergie électrostatique, Coulomb-Madelung, et d'une énergie de Van der Waals, avec un paramètre de répulsion, les 2 électrons du principe de Pauli qui se repoussent, et puis les 2 électrons ici, avec un dipôle permanent et un dipôle induit, qui vont s'attirer. Donc c'est les deux énergies de Van der Waals que l'on connaît. On passe à la mécanique quantique maintenant. Donc la mécanique quantique, la mécanique classique, on a vu que c'était le raideur. La raideur était importante, la position et le temps, ici, qui allait vibrer avec une résonance. En mécanique quantique, on ne fait plus appel à cette position, mais on fait une probabilité. Et donc les chimistes aiment regarder la fonction d'onde, la probabilité de présence de l'électron à la distance r. Donc c'est bien sûr une probabilité, et le chimiste est très attiré par le signe, parce que le signe, ici, la signe de la partie réelle et de la partie imaginaire en dessous qu'on ne voit pas, elle peut être positive ou négative ici, avec un plan nodal et une densité électronique qui est nulle. Donc on parlera aussi de liaison liante et anti-liante. Et les physiciens, eux, ils aiment bien prendre en compte le carré de cette fonction d'onde, alors que le chimiste, il regarde souvent la fonction d'onde. Moi, en l'occurrence. Donc le physicien aime bien regarder le carré et la densité de probabilité à l'état stationnaire. On peut aussi faire de la mécanique quantique à l'état non stationnaire en jouant sur le temps. Et donc tout ça pour dire que l'une des plus belles expériences que je trouve qui a été faite par Zeeman, où il a mis en évidence bien sûr les nombres quantiques, ML et MES, en résonance paramagnétique électronique, Alex Muller, prix Nobel de physique en 1986 avec la découverte des supraconducteurs, travaillait à l'époque sur le titanate de strontium. Et par RPE, il avait mis en évidence ce qu'on appelle des fluctuations quantiques. J'y reviendrai à des températures voisines de 37 K. Et c'était à l'aube de la découverte de ces supra-AOTC. Donc c'est vrai que les fluctuations quantiques et la mécanique quantique sont essentielles. S'il n'y avait pas eu ces découvertes, Alex Muller n'aurait jamais trouvé cela. Alors, j'arrive à en parler de la sociologie des atomes. Alors j'ai fait un petit voyage dans le passé. J'ai imaginé, c'est vrai qu'un arbre vit 2419 ans, celui-là. Il est mort en 2011, c'est le baobab de Panké en Zimbabwe. Si cet arbre-là, il a connu le siècle de Périclès. Ici. Eh oui, Périclès, c'était moins 400 ans. Donc cet arbre, il a entendu parler de Périclès. Je dis que l'arbre est vivant, hein. Je m'excuse de vous surprendre. Et je dis qu'il a vécu à la démocratie. Il a connu la démocratie, ce que c'était que la démocratie. Il a notamment eu affaire, après, aux contemporains de Démocrite, de Périclès, le père de la démocratie, Démocrite, 4e siècle avant Jésus-Christ, qui lui a vraiment œuvré pour dire l'atome, atomos, insécable, incréé, immortel, existe. Donc la matière est constituée de corpuscules indivisibles, cause de leur extrême petitesse, indivisible et éternelle. Épicure, ils ne se sont pas croisés. Il a vécu un siècle plus tard.
lui a vraiment travaillé sur les atomes qui peuvent s'entrechoquer, sur le vide et le non-vide. Donc ce n'est pas seulement le nombre des atomes, c'est celui des mondes qui est infini dans l'univers. C'est les pères fondateurs de la mécanique atomique, des gens très intuitifs à l'époque. Et ils considéraient que l'atome a un poids, une grandeur, et qui se déplace dans le vide. Alors je me suis dit, si, comme cet arbre, si Épicure ou Démocrite vivaient aujourd'hui, avaient vu ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'ils auraient pensé? Eh bien, ils auraient pensé que d'abord, ils auraient dit, au fil du temps, finalement, de tout temps, hein, l'homme s'est déplacé avec une certaine inertie, une certaine position pour faire évoluer ses sociétés, avec une quantité de mouvement, une énergie cinétique et une énergie potentielle mécanique. Le lien humain, ben, c'est la raideur, c'est l'humeur, hein, comme on dit, et la masse m. Et on peut définir une énergie potentielle qui est la somme d'une énergie d'une pesanteur et d'une énergie élastique. Et de façon quasi intemporelle, ils auraient dit l'atome, s'est ionisé avec sa charge, d'accord, et à une certaine distance pour former un dipôle, en jouant sur la distribution radiale, en jouant comme un dé, hein, c'est de la probabilité. On ne sait pas où il est l'électron. On joue un peu avec lui. Et donc, autour du noyau, avec une fonction d'onde, le carré de cette fonction d'onde, avec un vecteur d'onde, qui est la quantité de mouvement, une énergie cinétique pareille, et l'énergie potentielle d'un dipôle. À la seule différence que le lien chimique, c'est le dipôle, la charge et la distance, qui va définir une énergie potentielle coulombienne et de Van der Waals. Et donc, il se serait dit, ben tiens, on va profiter de cette énergie potentielle, fruit du lien chimique, pour imaginer une probable, je dis bien une probable, sociologie des atomes. Alors, juste une parenthèse, ils auraient aussi découvert la relativité restreinte. Ils auraient dit la relativité restreinte, ben, c'est Pythagore, il a vécu un autre temps. C'est simplement le fait que c'est le carré du vecteur déplacement, d'accord, le carré du vecteur déplacement qui est ici, le temps relatif, l'hypoténuse, qui est beaucoup plus grande que la distance parcourue à son temps propre. Et de dire, c'est qu'une question de référentiel. Et ils auraient dit, mon passé est ton présent et votre futur. Et au final, ils auraient parlé d'énergie cinétique, simplement, avec cette loi toute simple, en parlant d'énergie cinétique et d'énergie au repos avec l'atome. Voilà. Je reviens à des choses plus terre-à-terre, si j'ose dire. Le rayon atomique très vite avec le poids de l'atome. Et on voit ici très clairement la distribution des électrons de valence et l'influence de la polarisation dipolaire des éléments qui va jouer un rôle majeur pour modifier le nuage électronique autour de la liaison chimique. J'en viens à ce que très récemment, en 2018, ont été publiées ces tables-là, qui sont très intéressantes, mais qui reviennent à la polarisabilité atomique, qu'on voit à des valeurs très très grandes ici pour le fluor, l'oxygène, l'azote ou le carbone, ou les éléments très polarisables ici. Mais ce qui est intéressant, déterminé par la polarisabilité ionique des ions, la polarisabilité des ions, en échelle volumique, bien sûr, eh bien on voit que ces polarisabilités chutent énormément dès lors qu'on rattache des électrons autour de l'ion. Et ces mesures sont vraiment fiables parce qu'elles découlent des indices de réfraction des fluorures, des oxydes, des sulfures, des tellures, etc. Alors, j'en viens maintenant à l'approche polynomiale de Mulliken-Jaffe. On va faire un petit peu de mathématiques simples. Faire des mathématiques simples, c'est bien sûr redériver la loi en question. Pour ça, je regarde la dérivée première. La dérivée première, ici, me dit que je vais avoir le terme alpha plus d qui est proportionnel à Q sur 4pi epsilon 0, R de Q, où R est la fonction d'onde de l'atomique radiale. Et cette électronégativité, donc, elle va être influencée par mon potentiel de Madelung autour de sa valeur, qui est proportionnelle à Q sur R. Ici, on voit facilement cette évolution avec la dérivée première, et l'affectation d'un potentiel de Madelung va ne faire que créer une translation, une homothétie de cette courbe. Si maintenant je regarde l'hydrogène, ici, avec le fluor, l'hydrogène H-, on voit que c'est normal, l'hydrogène est très mou, cette courbe est sacrément aplatie. Et donc on a une toute petite variation de charge, une variation de charge relativement importante, avec un minimum d'énergie, particulièrement intéressant. Faire varier la charge de l'ion, ça ne coûte pas beaucoup d'énergie pour l'hydrogène. Je continue.
Je mets l'oxygène maintenant. L'oxygène, c'est calculé très précisément, hein, avec des points. Ici, on voit que, bien sûr, l'oxygène est beaucoup plus électronégatif, beaucoup plus dur que le ion H-. Et bien, on voit que la dérivée première n'est pas au même endroit. Pardon. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le minimum est quasiment au même endroit, autour de 0,7 ici, en termes donc purement théoriques. Et si maintenant, on regarde d'autres systèmes, et on prend en compte la dureté, qui est la dérivée seconde par rapport à la charge, donc qui va s'écrire comme 1 sur 4 epsilon 0 R de Q. La dimension d'une dureté, d'une polarité, qui va être influencée non pas par le potentiel de Madelung, mais par l'interaction dipôle-dipôle, les énergies de Van der Waals en 1 sur R6. Si je m'amuse à regarder la même chose avec l'oxygène, je mets le sélénium, on voit qu'il est beaucoup plus rabaissé ici, le sélénium, c'est normal, il est beaucoup moins électronégatif, il est beaucoup plus polarisable. Je continue. L'arsenic, on voit que l'arsenic... Et non, maintenant, je vais lui faire subir, c'est plus une homothétie comme l'énergie de Madelung, je vais lui faire subir une énergie de Van der Waals de 1,5 électronvolts. Qu'est-ce qui se passe si je la rajoute à cette fonction? Très simplement mathématiquement, c'est juste une simple addition dans ce polynôme de degré 2. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en gris, on voit que j'aplatis énormément ma courbe de l'arsenic, et là, j'ai une énorme variation de la valence de l'arsenic avec un minimum d'énergie. Ça, c'est particulièrement intéressant, ces variations d'énergie. Et donc, je peux définir une approche simple, Coulomb, prenant en compte les forces de Coulomb et de Van der Waals, notamment, qui prennent non pas en compte la dérivée de la charge, mais la dérivée par rapport à la distance. Et donc, j'ai un modèle électrostatique et électrodynamique prévisible extrêmement intéressant. Le fluor, l'élément le plus électronégatif, et l'anomalie du fluor. Si je regarde cet élément ici, on s'aperçoit que dans la série CH3X, ou HX, ou F2 ici, eh bien, l'énergie de dissociation attribuée au fluor, elle ne s'aligne pas. Il manque à peu près 0,5 eV ou 1,5 eV pour rejoindre la courbe. Donc, le fluor a une petite taille et un fardeau électronique trop grand. Et je m'aperçois ici que sur F2, ce fardeau de 1,5 eV que j'avais attribué à l'arsenic, je peux le récupérer avec le fluor. Donc je me dis, tiens, je vais associer le fluor à l'arsenic pour essayer de faire des choses intéressantes. Et donc, juste pour dire que le fluor, c'est un élément très dur, très énergétiquement, qui va créer des liaisons très ioniques, est petit en taille, et son fardeau électronique est beaucoup trop grand. Mais on peut jouer avec. C'est ça qui va être intéressant. Et donc, on peut définir une affinité électronique étendue en prenant en compte la charge, la densité l'inverse de la distribution radiale atomique, et la fréquence est proposée ici un circuit RLC où on a un phénomène harmonique et un phénomène anharmonique, comme précisé dans le pendule de Coulomb. Et donc l'outil pour le chimiste des anions mixtes, c'est l'électronégativité, le potentiel de Madelung, c'est le marteau. Le marteau, on frappe fort. Puis les énergies de Van der Waals, qui impliquent les anions, donc la répulsion autour des anions. Et puis enfin, la symétrie, le tournevis, qui va nous permettre de régler tout ça. Et donc on le fait ici sur un réseau simple, carré, avec, on regarde l'environnement de l'anion, l'environnement du métal et les forces de Madelung et de Van der Waals pour essayer de réguler cette distribution d'électrons. Et donc l'idée, c'est de partir du plus électronégatif, le fluor et l'oxygène, et de jouer avec les autres éléments beaucoup plus polarisables pour leur restituer de la densité électronique. Voilà. Et bien maintenant, à nous de jouer. On prend la mécanique quantique la plus simple au monde, avec ces outils-là, donc une fonction d'onde symétrique ou liante lorsque le signe est positif, avec une combinaison constructive ou destructive quand elle est antiliante, avec ici mes fonctions d'onde, qui peuvent être liantes ou antiliantes, avec la densité, le nœud, le plan nodal ici, le carré de ces fonctions d'onde, et des états très très liants ici, très très liants, moins liants avec moins d'orbital, qui vont
par leur signe, devenir un peu plus antiliantes, ici non liantes, parce qu'on ne considère qu'un type d'atome, il n'y a pas de liaison particulière. Et donc avec l'intégrale de recouvrement, qui peuvent être positives, nulles ou négatives. Et donc la polarité, c'est vraiment la déformation de ces orbitales qui est due au champ électrique. Alors, très rapidement, ça va nous permettre de partir d'une liaison très covalente ici, avec ce recouvrement de ces orbitales, à une liaison très ionique, où l'électronégativité va nous permettre de jouer sur notre gap. Le plus bel exemple de ça, c'est encore la couleur, avec la comparaison entre le sulfure de mercure au sulfure de zinc, de couleur rouge, jaune et blanche, où on a une illustration parfaite de la diminution de l'électronégativité, l'augmentation de la covalence, et la diminution du gap optique, et l'augmentation de l'indice de réfraction avec l'augmentation de la polarité électronique dans ce système. De la même façon, eh bien, on va, en regardant les intégrales de recouvrement, pouvoir jouer sur la diminution du gap avec ces systèmes-là, et l'intégrale de recouvrement qui est proportionnelle à l'intégrale de recouvrement, l'intégrale de transfert qui est proportionnelle. Et donc, on va jouer sur la largeur des bandes, ici, qui est proportionnelle à cette intégrale de recouvrement, et donc à la distance métal-anion. L'exemple le plus saisissant, c'est le sulfure de cadmium sous pression, qui est jaune et qui devient rouge. Et on a donc sous pression, on a de façon un peu anachronique une augmentation de la distance, mais surtout une augmentation du nombre de contacts entre les octaèdres, qui fait que la densité va augmenter et donc que le volume global va diminuer, qui se traduit par une diminution du gap du jaune au rouge ici. Voilà. Alors, un cas très important, bon, je pense que ça a été largement traité dans les cours de Jean-Marie, c'est la liaison antagoniste dans ces systèmes-là, où on part d'un système très covalent à un système plus ionique. Donc, si on a des sulfates très très covalents, eh bien, on aura a fortiori le fer2 stabilisé dans un site très ionique, donc très coordonné, des cubes. Ou alors pour le molybdate ou même le phosphate, on va avoir des octaèdres de fer2, parce que le phosphate sera bien moins covalent. Donc, du plus covalent, on va vers le plus ionique en termes de liaison antagoniste autour des éléments. Alors, c'est ce qui se passe également sur le plan des bandes et du lien chimique, avec plus on aura d'orbitales de liaison pi métal-métal forte, avec un recouvrement donc longitudinal, moins on aura de liaison sigma métal-oxygène forte. Donc là, la liaison sera beaucoup plus faible dans ce cas-là. Et donc, d'un point de vue anion mixte, eh bien, quand on va passer de la bande de valence de l'oxygène à la bande de fluoroxygène, on va justement relever le niveau de la bande de valence qui devrait se rapprocher du niveau de Fermi par ce phénomène de liaison antagoniste. Et l'autre point, c'est aussi lié au phénomène 2D, ça a été dit par Jean-Marie, et aux liaisons de type van der Waals avec le caractère non liant des orbitales pi, ici symbolisées par des tétraèdres de divers éléments, avec des liaisons de type van der Waals entre les feuillets, et éventuellement des systèmes où on a des paires libres, des effets répulsifs entre les feuillets, des choses assez courantes dans les systèmes. Et je terminerai sur cette partie très exhaustive de présentation, donc que le chimiste des anions mixtes et le chimiste solide de façon générale, ils regardent toujours les rapports cation sur anion, en termes de taille et de rayon ionique, avec les structures de type Wurtzite, NaCl ou CSCl. Et donc ça lui permet de décliner en jouant sur la polarisation des cations, après, ici, du plus covalent ici au plus ionique, et ici vers le plus covalent avec la polarisation des cations, de SiO2 jusqu'aux cristaux moléculaires, ou de TiO2 jusqu'aux cristaux lamellaires de type CDI2, etc. etc. Donc ça, c'est un outil très prévisible aussi des structures en chimie des solides. Premier exemple, le cérium et le fluorocarbonate de cérium. C'est un minerai naturel, la bastnésite. Donc on prend ce matériau constitué de feuillets de type CO3 de type CEF2+, ici, avec le cérium, n'importe quelle terre rare. Donc ça se fait à température ambiante ou à 40 degrés, en milieu NH4CO3 et NH4F, d'accord, à partir de nitrate de cérium, on précipite le fluorocarbonate de terre rare. Et donc quand on traite ce matériau à 700 degrés sous hydrogène pur, eh bien on arrive à faire l'oxyfluorure, il n'y a pas de l'oxyfluorure COF ici. Et
on réduit le cérium 4, qui est très très difficile à réduire si on ne travaille pas sous hydrogène pur. Et si on travaille sous H2S, ici on fait du CESF, d'accord, un matériau des doubles couches de soufre ici, avec des distances cérium-fluor qui sont conservées, d'accord, et des distances cérium-soufre qui sont bien sûr différentes. Et donc d'un point de vue structure de bande, on peut positionner facilement nos bandes du soufre et nos orbitales 4F5D du cérium, et on a un pigment rouge ici, et là ici on a un pigment bleu, en l'occurrence, pour des transitions. Et donc on peut jouer avec ces couches de soufre, ici très polarisables, et ces couches ioniques de type cérium F, pour modifier le band gap et les propriétés électroniques qui en découlent. On peut également jouer sur la conductivité ionique de ces systèmes en regardant la conductivité de l'oxygène, du fluor, voire de l'H-. Le cérium, c'est un élément particulièrement intéressant. Donc, on est capable de stabiliser le fluorure de cérium 3, le sulfure de cérium 3. Sous F2, on va faire du CEF4, avec un champ cristallin qui va augmenter, mais un couplage spin-orbite qui va être nul. Et on peut stabiliser, grâce aux propriétés de base forte du fluor, des composés à anion mixte ici, on va travailler sur le fluorure ici, avant, et le sulfure, avec des propriétés qui découlent de ça, du caractère de base forte, de base faible, avec un champ cristallin très fort et un potentiel de Madelung très grand, stabilisé en site cubique pour le cérium 4. Et donc, si on regarde les composés intermédiaires, eh bien, on peut facilement faire du CESF comme ça, du CEF, ou de l'oxysulfure de cérium, où là, on a une valence mixte cérium 4, cérium 3. Et donc, c'est un petit peu le message amical entre le petit dur, le gros mou et la magnifique Falbala, qui adore Obélix. Donc, dans ces systèmes-là, on retrouve les structures de bande, le fluor le plus bas, le soufre au-dessus, le fluor très stabilisé dans CEF3, l'oxygène entre les deux, avec les bandes de transfert de charge, notamment à l'origine des propriétés anti-UV de CO2. Et donc, dans le composé ici dont j'ai parlé, CE4O4S3, qui est un semi-conducteur, eh bien, on va avoir des simples couches de soufre et non pas des doubles couches de soufre. Je vais en parler maintenant. Alors, ce système est un petit peu compliqué. On l'a publié en 2006. Donc, lorsqu'on fait du La2O2S, c'est isotype de CE3+, CE4+, O4S3 ici, avec des environnements assez gros pour le cation le plus polarisable, cérium 3, lantane 3, et différents pour le cation le moins polarisable, cérium 4, yttrium 3. D'accord ? Et quand on fait le produit purement lantane, La4O4S3, on est confronté à une structure modulée, incommensurable, avec 4 indices de réfraction. Et donc, la meilleure façon d'expliquer l'origine de cette modulation, c'est de se dire que les mécanismes de shear plane sont dus à la taille du lantane, qui va tantôt exister avec 5 soufres, tantôt 3 soufres, tantôt 4 fluors. Donc, il ne sait plus où il en est. Hein. Il cherche l'anion le plus gros polarisable, il en prend un autre, et ça devient incommensurable, très complexe à caractériser. La polarisation, c'est vraiment, et l'intégrale de transfert, le meilleur moyen de tuner le band gap dans les systèmes à anion mixte. Alors, pourquoi ? Eh bien, tout simplement, c'est que, je vous l'ai dit, lorsqu'on va mettre des anions, on va faire ce que disait Jean-Marie, on va pouvoir jouer sur l'énergie de Hubbard, hein, l'interaction coulombienne intraatomique, la largeur de bande U, le W, et le transfert de charge delta, dans le modèle de Mott-Hubbard et de Zanen-Zawadzki, d'ailleurs. Et donc, voilà, au niveau des anions mixtes, c'est vraiment regarder les liaisons concurrentielles autour du métal, stabiliser toujours le plus électronégatif, regarder le plus électronégatif, l'oxygène, le fluor, et jouer avec les autres, et créer des états non liants au niveau de Fermi. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Et donc, j'insiste beaucoup, mais Jean-Marie l'a 10 fois dit, c'est que qu'en faisant ça, on a de l'anion mixte et de la valence mixte de l'anion. Donc on parle de l'anion à valence mixte, bien sûr. Donc je reviens sur mon fluorosulfure, et maintenant je vais parler un peu de supraconductivité, puisque je vous l'avais dit au début, pour l'application. Eh bien, c'est une structure LASF de type PBFCl ou de type BBIOCl. Donc il faut savoir qu'en 2008, le professeur Ozono, et notamment le chercheur Takahashi ici, ont trouvé de la supraconductivité à 43 K dans ces composés dits des oxypicnures. Où en fait, dans la structure de la SF, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut mettre dans ces sites tétravacants du fer. Voilà.
Et donc vous avez la même structure que celui-ci, avec LAF ou LAO, ici au-dessus, la couche ionique, la couche donneur, le réservoir LAO, donneur d'électrons, ionique, hein, on va dire c'est un réservoir ionique, vers les couches supra, F et AS, qui sont là, qui vont recevoir des électrons et qui vont devenir supraconducteurs. Voilà. Alors, juste pour fixer les idées, ben, ces composés, alors ce qui est intéressant, c'est que ces composés fluorés, là, ici, CAFE, COASF, ne peuvent se faire qu'en tube scellé, à partir de fluorure, d'oxyde, en fait de fluorure en l'occurrence, et d'arséniure. Et donc on s'aperçoit que quand on dope le feuillet conducteur avec du cobalt, hein, le fer est là, donc je dope avec un électron de plus, le cobalt, et bien j'ai une TC de 22 K. Mais quand je dope avec le feuillet ionique, donneur d'électrons, hein, il suffit que je mette le strontium et 2 plus, l'antane, alors je m'excuse de dire ça, 2 plus, 3 plus, je vais choquer je ne sais pas s'il y en a dans la salle, les collègues qui font de la liaison métallique, je suppose que ma charge elle est formellement 2 plus ou 3 plus, ici. Et donc, ma TC augmente. Donc là, je dope dans mon feuillet ionique, donneur d'électrons, ma TC, elle augmente beaucoup plus. Et quand je mets du samarium, ici, à cause de l'effet des terres rares, elle passe à 56 K. Donc il y a vraiment un réel effet sur la couche, je dirais la couche réservoir d'électrons, qui va donner le phénomène de supraconductivité. Hein. Donc je rappelle que la supraconductivité, je ne l'ai pas dit, c'est l'apparition en dessous d'une température critique d'une résistance nulle. Donc avec la création de ce qu'on appelle des paires de Cooper, mais je vais en parler, et de phénomènes de fluctuation quantique et d'instabilité extrêmement intéressantes. Donc si on compare, ben j'en parle maintenant, si on compare les composés au fer, on a une liaison ici à 4 Angstrom, une distance à 4 Angstrom autour de l'arsenic, le fer ici, la distance fer-fer à 2,8, et dans les matériaux les plus connus, les cuprates ici, ben on a de nouveau une liaison à 4 Angstrom, mais elle implique le cuivre. Et l'oxygène se trouve ici, le cuivre est là, et l'oxygène, bien sûr, est en vert. D'accord ? Alors, ce qui est intéressant dans le phénomène de la supraconductivité, c'est que dans ces feuillets, fer arsenic ou cuivre-oxygène, on a ce qu'on appelle un fort couplage électron-phonon. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce fort couplage électron-phonon ? C'est que lorsque l'électron va se déplacer, le réseau va vibrer. D'accord ? Le réseau va vibrer. Alors vous imaginez un tanker de plusieurs millions de tonnes. Et à côté de lui va passer un jet ski qui fait 300 kg. Le jet ski va produire une onde. D'accord ? Et bien vous imaginez que ça va faire bouger le tanker. Pourquoi ? Parce que, et même si cette longueur de cohérence, elle est très longue. Vous voyez que, je le mets après, c'est pas très bien fait mon truc là. Dans la liaison chimique, on est entre 0,1 et 0,4 nanomètres. Et le de 0,1 et le phénomène de couplage se fait jusqu'à 100 nanomètres. C'est énorme de la paire de Cooper qui va exister. Donc cette paire de Cooper, c'est deux électrons qui vivent ensemble. Ils devraient se détester, ces électrons, mais parce qu'il y a un fort couplage entre le réseau et l'électron, ils vont vivre ensemble. Et donc, ils vont former un mode de vibration avec la fréquence et le vecteur d'onde. Alors, on parle, Jean-Marie peut-être l'a déjà évoqué, mais sur la structure de bande, on parle de mode acoustique et de mode avec la diffraction Raman, la spectroscopie Raman, donc le son, et puis on parle de mode optique avec la diffusion élastique des neutrons et la complexité d'avoir les deux phénomènes. Donc, ces modes de vibration de réseau vont se coupler ensemble, et donc ces oxygènes qui vont bouger dans un sens et puis dans l'autre, ils vont former un mode de vibration un peu comme un ressort, le ressort avec le pendule de Coulomb, avec un mode harmonique et un mode anharmonique. Et donc si on regarde les cuprates, on a des températures critiques qui vont de 40 K à 90 K, bien plus grandes que les oxypycnures. Et on s'aperçoit que ces systèmes-là, notamment sur Ibakuo, le plus connu, le plus développé au Japon d'ailleurs, en termes d'application, eh bien on a toujours l'élément le moins polarisable en dessous des feuillets les plus conducteurs. Ici, c'est le calcium, et ici, c'est l'yttrium, d'accord ? Par rapport au barium, qui est beaucoup plus gros et qui est beaucoup plus polarisable. Et donc, on a la particularité de ce système-là, cuprate, que connaît très très bien Jean-Marie, parce que c'était ses travaux à la Belle, et c'est pour ça que je l'ai présenté. C'est d'ailleurs l'anisotropie de ces modes de vibration dans le plan transverse et longitudinal, avec la fréquence plasmon et la polarisabilité
comme dans un métal, c'est dans l'UV, ben là, la fréquence transverse, elle est au rayonnement du corps noir, à 1000 cm-1. Donc ça, c'est des travaux qu'avait fait dans les années 90 quelqu'un de très connu dans le monde du mode de vibration qui s'appelait François Gervais à Orléans, qui s'appelle toujours, il est à la retraite, mais il s'appelle toujours François Gervais. Et donc, pour revenir à tout ça, la polarisabilité dont j'ai parlé, ben Jean-Marie l'a dit, hein, c'est les transitions de phase structurales, displacives et ordre-désordre. Donc Jean-Marie a parlé d'ordre-désordre. Je vais parler de displacive, parce qu'on voit qu'on déplace les électrons. Les propriétés seront statiques, avec un paramètre d'ordre, comme on en parle à supra, et des brisures de symétrie, hein, de cubique à quadratique, etc. Et dynamiques, avec des fluctuations critiques, des fluctuations quantiques. Et on va suivre maintenant les effets de polarisation avec la constante diélectrique et la température. Alors je reviens sur mon premier exemple avec le photovoltaïque, hein, la perovskite au plomb, avec la paire libre du plomb, très polarisable, et donc qui donne une transition structurale cubique quadratique en fonction de la température. Et donc dans les systèmes le plus connu, le condensateur, hein, BaTiO3, l'un des matériaux les plus utilisés dans le condensateur, la constante diélectrique va varier chaque fois qu'on va avoir une polarisation. Et ici, on part de la phase cubique avec une polarisation nulle, hein, le système est centrosymétrique. Et puis je fais varier ma température de Curie, j'ai une grosse variation de la constante diélectrique, puis qui chute, phase quadratique, orthorhombique, et puis rhomboédrique, avec le vecteur polarisation, ici en saturation, qui apparaît dans ces systèmes-là, suivant le plan 1, 0, 0. Et maintenant, SRTiO3. Alors SRTiO3, comme je vous l'ai dit, c'est le matériau qui a inspiré Müller, Alex Müller, parce qu'il avait fait de la RPE sur ce matériau-là. Et donc à 105K, qu'est-ce qu'il avait vu? Une transition cubique et quadratique. Mais il avait regardé de la RPE dessus, et il avait vu en RPE qu'il y avait des anomalies de fluctuations quantiques à 37K. Et il avait notamment constaté de façon anormale que la constante diélectrique, au lieu de chuter, elle augmente. Donc on a une transition displacive et une transition, ici, qui n'est pas cohérente avec le phénomène observé, puisqu'elle va jusqu'à 10 000. Et donc il y a des anomalies en mode basse fréquence acoustique transverse et des fluctuations quantiques. Et quand il dope SRTiO3 avec 1% de nobium, 1%, ou quelques pourcents de lantane, il observe la supra à 1K. Et ce n'est pas ça qui lui a donné le prix Nobel. C'est qu'il a eu l'idée de quoi? Eh bien, j'ai un ion de transition, je vais mettre du cuivre de plus, Yann Teller, pour créer la distorsion. Et puis à côté du cuivre, je vais mettre du lantane, parce que SR dopé lantane, ça vous donne du titane 3 et donne de la supraconductivité. Et donc, il est forcément arrivé à LaSrCO4, qui est le supraconducteur. Voilà l'histoire racontée à l'époque quand j'étais en postdoc à IBM. Et donc, j'en viens aux anions mixtes de BaTiO3 avec le professeur Kageyama, ici en 2019, où on était tous les deux bien fiers. Et la suite a été plus difficile. Et donc, BaTiO3, il le dope avec un petit peu d'hydrogène. Et BaTiO3 est un isolant, et BaTiO3, il est semi-conducteur jusqu'à un taux de 0,2, et après il devient métallique. Par contre, le SRTiO3, quel que soit le taux d'hydrogène, il est métallique. Et quand Hiroshi fait ses manips, il mélange de l'hydrure de calcium à basse température avec du BaTiO3, et il échange l'oxygène avec l'hydrogène. Et il fait BaTiO3 moins X HX plus CaO. Est-il possible de contrôler parfaitement le taux d'H-? J'en sais rien. En tout cas, je lui ai toujours dit, essaie de travailler sur des taux d'hydrogène très faibles, et peut-être que tu verras des choses intéressantes. Et pourquoi? Eh bien, dans ce diagramme de bande simple que j'ai dessiné ici d'une perovskite avec les orbitales de type des orbitales D et avec une levée de dégénérescence liée à la distorsion octaédrique, on fait apparaître des liaisons TIH covalentes ici, et des états titane 3 au niveau de Fermi, qui sont responsables de la conduction, qui ont un caractère non liant, d'accord, comme je l'ai dit tout à l'heure, non négligeable, ici, parce qu'ils ne vont pas pouvoir se recouvrir avec l'hydrogène 1s, qui est une orbitale purement sphérique. Et donc ça, c'est très intéressant. Et donc j'en viens à... Il me reste 5 minutes, Jean-Marie, c'est ça? C'est bon? Donc j'en viens à notre récente découverte avec Sophie Tancé, ici, à l'écran. Donc on a travaillé sur des systèmes LAFSI. Alors je l'ai dit que le composé CaFeAsF a été fabriqué uniquement en tube scellé, parce que le composé LaFeAs sans fluor ou sans oxygène ne peut exister.
à cause de la distribution des électrons sur les orbitales du lantane, du fer et de l'arsenic. L'hybridation des liaisons fer-arsenic n'est pas compatible avec du lantane tout seul. Par contre, avec le silicium, c'est normal. Le silicium, il a un électron de moins, il est juste au-dessus. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, l'arsenic, il a un électron de moins. Ça marche. Donc on peut faire du LaFeSi. Et donc Sophie, dans physique RFB, elle a réussi à mettre de l'hydrogène en traitant sous hydrogène à 250 degrés, le composé, avec une grosse variation du paramètre C ici. Et ce matériau devient supraconducteur à 10 K, ici, avec un champ critique autour de 17 Tesla. Ah oui, je n'ai pas parlé des champs critiques, mais bon, si vous avez des questions, je vous en parlerai avec plaisir. Et donc l'idée était de dire, on va mettre autre chose que de l'hydrogène, et vous me voyez venir avec le fluor. Et donc le problème, c'est que le fluor, quand il réagit sur un intermétallique, il n'aime pas l'intermétallique, parce qu'il est très électronégatif, il va créer la liaison ionique, donc il va décomposer en LaF3. Merci, M. Pearson, qui nous dit que le fluor va réagir avec l'élément le plus polarisable, et c'est le lantane. Et donc, maintenant, beaucoup de composés, l'idée c'était de trouver un agent fluorant original pour faire de la fluoration topotactique, c'est-à-dire de conserver, comme l'hydrogène, le réseau quadratique et d'intercaler du fluor dans les sites tétraédriques. Et donc, on a eu l'idée, avec Étienne Durand, l'ingénieur du fluor à Bordeaux, d'utiliser une molécule non polaire, le C4F8, d'accord, utilisé comme CF4, à la différence près, c'est que cette molécule, par ses vertus de réactive, je vous ai dit que le fluor était un tueur, on a trouvé un moyen d'adoucir son côté meurtrier. Je suis toujours dans mon trip inspecteur de police. Donc je dis, le fluor associé au carbone, il est très intéressant. Il est même dans les perfluorocarbones, c'est ce qu'on appelle le sang artificiel, hein, c'est développé. Alors, ça dépend de quel type de perfluorocarbone, ça peut être aussi nocif. Hein, le fluor, il faut se méfier. Et donc on arrive à générer des espèces radicalaires de type CF2 point. Et ces espèces radicalaires, à la surface du solide, elles ont comme propriété d'être un acide de Lewis. Donc elles vont aller chercher les électrons du LaFeSi. Et donc ça va se décomposer, je dirais, on va avoir une fluoration lente et progressive du matériau. Et ça marche. Et donc on a fait des études XPS pour voir si on n'avait pas du carbone intercalé, mais bien du fluor. Je vous passe l'histoire, je n'ai pas le temps de vous la raconter, mais faites-moi confiance, on a vraiment une évolution de la liaison FeSi, indirectement, hein, qui est dans l'autre feuillet, de la liaison LAF, et dans l'autre feuillet, la liaison FeSi. Et donc si on regarde un peu attentivement, bon, là c'est le seul transparent où je vous demande d'être attentif, entre le LaFeSi de départ, le composé hydruré, le fluor à 0,85. Alors vous avez vu que là j'ai pris la différence que l'hydrogène, on met une mole d'H-, là on intercale progressivement. Et vous allez voir que les propriétés du F015, c'est les mêmes propriétés que le proton, que l'H- tout seul. C'est comme si le fluor très ionique, c'était un pilier de la structure. C'est le pilar de la structure, c'est le pilier de la structure qui va faire qu'on va avoir la même évolution de paramètre C. Et qu'est-ce que l'on voit ici, notamment au niveau de la hauteur du feuillet lantane, c'est assez drastique. Le feuillet devient très ionique, avec la hauteur ici, on regarde cette hauteur lantane fluor qui passe à 1,58, de 1,38 à 1,58 avec l'hydrure. D'accord. On a une évolution du FeSi qui est vraiment pas beaucoup. On a un feuillet beaucoup plus bidimensionnel. D'accord. Et donc l'idée globale de la liaison antagoniste, j'ai rien inventé, c'est que plus la liaison est ionique ici, et bien plus on va créer de la liaison métallique au niveau des feuillets conducteurs FeSi, et on va le voir, une chute de la température critique. Ces matériaux sont supraconducteurs, et donc en fonction du pourcentage, eh bien, on a une évolution de la température critique, ici symbolisée, qui va passer, alors c'est des faibles températures, hein, c'est de 10 K à 5 K par rapport à ces matériaux ici. On le voit bien par rapport à x égale à 0,1, 0,3, 0,7. Et donc, comme je l'ai dit, quand la distance fer-fer diminue, ben, dans les feuillets FeSi, le caractère métallique augmente. Et ça, c'est encore une fois lié aux intégrales de transfert dont je vous ai parlé, aux intégrales de recouvrement, où on voit parfaitement que dans ces systèmes, hydrogène avec l'affinité électronique, le silicium, le fluor, eh bien, le fluor ou l'hydrogène dans son potentiel de Madelung permet de contrôler la polarisabilité du silicium par effet inductif, simplement, et de créer une situation d'instabilité et de supraconductivité.
faut aussi considérer les paramètres de recouvrement autour du fer avec les ions fer-fer et silicium-silicium. Et maintenant, mon plaisir, c'est bon, c'est de se dire, je vais vous montrer des orbitales D, telles qu'on peut les imaginer. Je prends ce matériau, je mets à peu près 1/9 de fluor, ici, au-dessus, en jaune, hein, et je regarde mes orbitales DXY et DX2-Y2 dans un site tétraédrique, l'inverse d'un site octaédrique. Et je me dis, où est le caractère liant, où est le caractère non liant, et où est le caractère anti-liant, on s'en fout un peu. Et donc, sur un schéma avec les mêmes, hein, on a fait des calculs de structure de bande avec Andrés Cano à Grenoble, eh bien on regarde avec cette géométrie tétraédrique qui peut être C de V, si on relève le fer de son centre de gravité, eh bien on va avoir mes orbitales DXY, DXZ, DYZ, ici antiliantes au-dessus du niveau de Fermi. Et ce qui va nous intéresser, c'est que ces orbitales DXY ou DX2-Y2 en bas vont avoir un caractère non liant très marqué, de caractère pi, et non liant, et les orbitales DXY seront plutôt à caractère liant et de type sigma, avec un fer 2 qui est typiquement spin égal à 1, même si ça choque Sophie Tancé et le monde des intermétalliques. Et on s'aperçoit ici qu'on a une déformation des orbitales pi qui est bien supérieure aux orbitales sigma, et donc je mets en évidence ici le rôle clé de la symétrie dans ces systèmes-là. Et ce qui est encore plus curieux, c'est que John Goodenough, dans ses calculs, donc vous connaissez tous, prix Nobel de chimie et de physique d'ailleurs, de chimie en 2019, il avait proposé une loi empirique sur les éléments de transition dans les oxydes. Donc cette loi empirique prend en compte le rayon critique pour lequel on a des états localisés, des électrons localisés ou des électrons collectifs. Et dans ce schéma ici, si vous calculez pour du fer 2, vous tombez sur 2,82 Angstrom, pile poil la distance d'équilibre dans un siliciure. Ça me trouble. Je n'ai pas l'explication, mais ça me trouble. Voilà, et donc en conclusion, je voudrais vous dire deux choses. D'abord que cette méthode, elle est très intéressante parce qu'on part d'un intermétallique. Alors je n'ai pas parlé de la liaison métallique, j'ai parlé de la liaison ionique covalente, maintenant je vais parler de la liaison métallique. Et c'est assez troublant parce que dans ce matériau, à partir d'une réaction topochimique en utilisant du C4F8, on part d'un conducteur ionique qui est le fluor. Ici, on peut très bien imaginer que le fluor a une forte mobilité et qu'on peut imaginer faire des piles au fluor. Enfin, on peut tout imaginer avec ce type de matériau, puisque c'est des très bons conducteurs électroniques. Et on se demande, mais est-ce que tu es sûr que ta liaison lantane-fluor est ionique? Est-ce que tu es sûr de la charge de ton fluor? Vous vous rappelez mon fluor 0,6 au début que j'ai parlé, dont j'ai parlé avec mon petit schéma de Van der Waals et tout ça? On se pose encore la question. Et donc, voilà où j'en suis, c'est que là, je dis, ce système-là, on arrive à tout unifier. La liaison covalente, la liaison ionique et la liaison métallique, avec tout ce qu'on connaît tous, hein, la mécanique quantique pour le rayon covalent, Shannon et Prewitt pour les rayons ioniques, et puis les rayons métalliques ici, et donc regardez les phénomènes de covalence et polarisation. Mais la conclusion la plus intéressante, c'est celle-là. En 1972, un an avant le prix Nobel de Brian Josephson, Bardeen, Cooper et Schrieffer reçoivent le prix Nobel pour leur théorie BCS, pour la compréhension de la supraconductivité de type 1. Là, je vous ai parlé que de supraconductivité de type 2, où il n'y a pas de théorie établie. On ne sait pas comment ça marche. Et dans ses travaux, donc il a découvert en 1962, c'est très simple à comprendre, c'est qu'il a associé un supraconducteur et un isolant, et il a montré que la paire de Cooper, qui ne peut exister que dans un supraconducteur, elle arrive à vivre dans une couche d'isolant. Et donc on a, alors vous voyez le supra, c'est comme une corde, hein, c'est une onde, avec une amplitude et une phase, et donc quand il traverse par effet tunnel, justement, il sort avec une autre phase, une autre amplitude. Grosso modo, c'est l'application des squids aujourd'hui. Hein. Grosso modo, lorsqu'on fait varier la tension, hein, la tension à V égale ici, la différence de potentiel égale 0, on mesure un courant critique, puisqu'on a un supraconducteur, V égale RI, et si V est différente de 0, on a des oscillations du courant supraconducteur qui vont être extrêmement sensibles au champ magnétique environnant. Bon, ça, c'est lié à l'effet Meissner, dont je n'ai pas pu parler, et j'aurais dû en parler.
mais je n'avais pas trop le temps, qui est le fait que lorsqu'on est en dessous de la température critique, on rejette les lignes de champ magnétique autour d'un supraconducteur. Et donc on a un système isolant, ici, et supraconducteur. Alors je vous ai dit que Ozono avait trouvé la supraconducteur dans LAFE à ASF, mais il l'a trouvé, il n'a pas le matériau métallique original, puisque LAFE et AS n'existent pas. Dans la philosophie de la synthèse, vous voyez que la synthèse est vraiment importante, quand on intercale du fluor, on peut varier d'un état métallique à un état supraconducteur. D'accord ? Il y a des états où on varie d'un système antiferromagnétique, La2CiO4, à un système supraconducteur. Et là, on a un système, je vous rappelle ce qu'on a mis en évidence, des couches LAF, qui sont plutôt des couches isolantes, et plutôt des couches métalliques au-dessus. Donc on a une jonction Josephson à l'état complètement moléculaire. Voilà. Voilà, je vous remercie. J'ai parlé 3 minutes de trop. Merci beaucoup.